Bonjour! Alors dans cette vidéo, on va introduire notre chapitre 9. On va parler dans ce chapitre du produit scalaire de deux vecteurs. Alors, avant de vous parler du produit scalaire, je vais faire quelques rappels sur ce que vous avez vu en seconde. Donc je rappelle qu'en seconde, que vous avez travaillé sur les vecteurs. Je rappelle qu'un vecteur, il a trois caractéristiques, soit sa direction, son sens et sa norme. Alors, sa direction, qu'est-ce que c'est? La direction, c'est finalement celle qui va être donnée par cette ligne ici. Si vous prolongez votre vecteur, ça va vous donner une droite, et la direction de votre vecteur, c'est justement celle qui va être donnée par cette droite. Donc, première caractéristique, la direction du vecteur. À ne pas confondre avec le sens. Le sens ici de notre vecteur A, regardez ce qui se passe. On se déplace de ici vers le haut. D'accord? Donc ici, le sens, il va être vers le haut. Okay? Je rappelle que ça donne le sens. Je rappelle que le début d'un vecteur, c'est ce qu'on appelle l'origine d'un vecteur. Et ici, ce point-là, le point d'arrivée, c'est ce qu'on appelle l'extrémité d'un vecteur. Dernière chose qu'on peut dire sur un vecteur, il est aussi caractérisé par sa norme. Sa norme, c'est tout simplement sa longueur. Donc ici, tout simplement, c'est la longueur de ce segment ici. Si j'enlevais la flèche, ça me formerait un segment. Et donc la norme du vecteur, c'est tout simplement la longueur du segment. Okay. Si je prends l'exemple du vecteur B, si je regarde sa direction, eh bien regardez, si je prends la droite qui est formée par mon vecteur, si je prolonge mon vecteur par une droite, eh bien cette fameuse droite me fournit la direction de mon vecteur. Okay, c'est le fil rouge, ça me donne le déplacement. Le sens, ici, je pars de l'origine vers mon extrémité, je me rends compte que le sens, c'est du haut vers le bas. Okay, à ne pas confondre, si j'avais eu ma flèche ici, dans ce cas-là, j'aurais dit que le sens aurait été du bas vers le haut. Okay. Et enfin, la norme, c'est quoi? Eh bien, si je représente le segment qui est ici, si j'oublie la flèche de minutes, eh bien, la norme du vecteur, c'est la même que le segment qui est ici. Voilà. Deuxième petite chose, très importante, attention, un vecteur, là ici le vecteur a été positionné ici, mais il peut être positionné n'importe où. Je peux le déplacer, je peux le placer n'importe où sur mon graphique, ça n'a aucune importance, ce n'est pas grave. En fait, un vecteur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il permet de représenter un déplacement. Et ce déplacement, encore une fois, il est représenté par ces trois caractéristiques, la direction, le sens, ici je vais de ce point vers ce point, et la norme, c'est-à-dire la longueur du déplacement. Okay. Après, peu importe que je mette ma flèche ici, 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 je m'en fiche. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas là où est placée ma flèche, c'est ce qu'elle représente. Donc vraiment, il faut que ce soit bien clair dans vos esprits. Un vecteur, vous pouvez le placer n'importe où. Et vous verrez, ça aura son importance dans ce chapitre, parce que parfois, visuellement, on aura besoin de déplacer notre vecteur, mais ça ne sera pas grave. De toute façon, ce qu'on veut, c'est juste voir ce qu'il représente comme déplacement. Voilà. Donc j'en ai fini avec les rappels sur les vecteurs. Dernière petite chose, je rappelle que quand vous notez un vecteur, vous donnez le nom de votre vecteur avec une flèche. Si de plus, vous nommez l'origine et l'extrémité, par exemple, si ici vous avez une origine qui est notée A et ici une extrémité qui est notée B, ça vous donne le vecteur ici qui est le vecteur AB. Et dans ce cas-là, je rappelle qu'on le note ainsi, AB, et on met une flèche au-dessus. Voilà. Alors, attaquons tout de suite notre activité.
Ah oui, non, dernière petite chose, juste, l'année dernière, qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Eh bien, on a, vu beaucoup de choses sur les vecteurs, mais on a vu entre autres la notion de collinéarité de vecteurs. Je rappelle, la définition de deux vecteurs collinéaires, c'est deux vecteurs U et V sont collinaires, s'il existe un réel cas tel que l'un est le produit de l'autre, c'est-à-dire tel que, par exemple, le vecteur U, il est égal à k fois le vecteur V. Je donne l'exemple ici, je prends mon vecteur U ici, eh bien, je remarque, par exemple, que le vecteur V qui est ici, il a finalement la même direction que le vecteur U, je rappelle, c'est celle qui est donnée par la droite qu'on peut créer à partir du vecteur. Ils ont, vous voyez, les mêmes directions, les droites sont parallèles, ils ont le même sens, mais ça, c'est pas trop grave. Et surtout, le vecteur V est 2 fois plus long. Donc ça veut dire que le vecteur V, c'est 2 fois le vecteur U. Et donc, vous voyez ici, VU, c'est 2 fois le vecteur V. Donc, les vecteurs U et V sont collinéaires. De la même manière, si je prends le vecteur A, bah, je me rends compte que A, c'est 3 fois le vecteur U. Okay, je remarque que A, c'est 3 fois le vecteur U, donc il existe bien un réel cas, ici c'est 3, tel que le vecteur A est égal à k fois le vecteur U, c'est-à-dire 3 fois le vecteur U. Donc les vecteurs A et U sont collinaires. Et enfin, dernier vecteur qui est collinaire, c'est le vecteur W, puisque W, on remarque que finalement c'est le même vecteur que U, mais dans l'autre sens. Autrement dit, W, c'est moins le vecteur U. Autrement dit, c'est moins 1 fois le vecteur U. Donc là encore, ils sont reliés par un nombre, donc ces vecteurs-là sont collinaires. Par contre, le vecteur B, vous voyez, je ne peux pas dire qu'il est égal à 1 fois le vecteur U. Et donc, visuellement, qu'est-ce qui se passe quand les vecteurs sont collinaires? Eh bien, tout simplement, regardez ce qui se passe. En fait, à chaque fois qu'un vecteur sera collinaire, il aura la même direction que le vecteur U. Vous voyez ici, tous ces vecteurs-là ont la même direction que le vecteur U. Est-ce qu'il a forcément le même sens? La réponse c'est non, parce que regardez W, il est collinaire, mais pourtant il n'a pas le même sens. Alors quand est-ce qu'il sera de sens contraire? C'est tout simplement quand votre réel cas sera négatif. Voilà. Et donc je rappelle l'année dernière, à quoi servait la collinéarité? Eh bien ça servait à démontrer des propriétés de parallélisme, ça nous permettait de démontrer que deux droites étaient parallèles, et puis ça nous permettait également de montrer que des points étaient alignés. Je vous laisse retourner dans vos cours de seconde si vous voulez revenir rapidement sur ces notions. Voilà. Alors, on a vu tout ça l'année dernière, néanmoins il y a une faiblesse, enfin, du moins il y a quelque chose qui manque dans nos outils sur les vecteurs, c'est finalement un outil qui nous permettrait de montrer que on n'a plus des droites parallèles, mais on a des droites perpendiculaires. Ou bien de la même manière qu'on a des vecteurs dont les directions sont perpendiculaires. Ça, pour l'instant, on n'a aucun outil pour le démontrer, et ça va être justement l'outil qu'on va découvrir dans ce chapitre, le produit scalaire. Voilà. Alors, le produit scalaire, pour le découvrir de manière très intuitive, on va le découvrir par le biais de notre activité d'introduction. Cette activité d'introduction, je vous laisse la découvrir, vous mettez pause, et si vous voulez vous représenter concrètement ce que font ces forces, je vous invite à aller voir ma vidéo avec ma vidéo en réalité avec ma petite voiture Titine qui avance sur son rail. Donc je vous laisse découvrir cette activité et je vous laisse répondre aux questions 1A, 1B, 1C. Vous verrez,
en visionnant l'autre vidéo, vous trouverez que ces questions sont simples. Je les commande pas plus. Donc, vous faites pause, vous regardez cette activité, vous regardez l'autre vidéo, et ensuite, vous revenez vers ma vidéo. Alors, je vais reprendre avec vous sur la question 2. On remarque que la force F6 a une plus grande intensité que F2. Donc, je rappelle, l'intensité d'une force, c'est tout simplement la norme du vecteur, c'est-à-dire la longueur du vecteur. Donc, en effet, c'est vrai, hein, le vecteur F6 est bien plus long, il a une norme plus grande que le vecteur F2, donc oui, il a bien une plus grande intensité. Et pourtant, vous l'avez vu dans la vidéo, alors, je reviens à la question. Pourtant, Pierre affirme que la force F2 a plus d'effet sur le mouvement que la force F6. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Est-ce qu'il a raison, Pierre? Eh bien, la réponse, c'est oui. Certes, il y a moins d'intensité dans la force F2, mais vous voyez, l'angle qui est formé avec la direction, il est moins important que celui-là. D'accord? Alors, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe si on réfléchit? On va réfléchir sur le dessin. Voilà. Si on regarde un peu ce qui se passe, ici, cette force F2, la force F2 qui est là, d'accord? Le vecteur, je peux le voir comme, je peux le projeter sur la direction de AB. C'est-à-dire que, regardez, si je le projette ici, je me rends compte finalement que l'action de cette force selon la direction de AB, elle est là. Je peux la représenter par ce vecteur. D'accord? Et donc, en fait, on dit que ce point-là, là, c'est le projeté de ce point sur ma direction AB. Okay. Donc, vous voyez, mon vecteur F2, finalement, je peux le décomposer en deux parties, en deux vecteurs. Je peux le voir comme ce vecteur en rouge plus ce vecteur en vert que je fais ici. D'accord? On va voir de manière un peu plus concrète dans la deuxième partie de l'activité quelle est l'action de ces deux vecteurs, donc j'en parle pas plus. Et voilà. Donc, ce qu'on peut, je vais juste effacer, tac. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, F2, si je le projette, entre guillemets, sur ma direction AB, je m'aperçois qu'il a cette longueur-là. D'accord? Il a cette longueur-là. Okay. Et F6, si je fais la même chose, alors si je projette, on va essayer de projeter droit. Tac. Je me rends compte que finalement, en projetant, l'action de F6 sur la direction de AB, elle a cette longueur-là. Et en fait, eh bien, voilà la raison pour laquelle F2 a une plus grande action par rapport à F6, c'est que tout simplement, quand on va venir projeter ces deux vecteurs selon la direction de AB, ben, on se rend compte que finalement, le vecteur F6 qui est projeté, donc le vecteur qu'on obtient ici, il est finalement plus petit, il a une norme moins importante que ce vecteur en orange. Donc l'intensité de ce vecteur vert est finalement moins importante que l'intensité de ce vecteur rouge. D'accord? Donc finalement, pourquoi F2 a une action plus importante? Eh bien, on va dire que finalement, c'est parce que quand on projette ce vecteur sur la direction de AB, eh bien, ce vecteur projeté est plus long que le vecteur projeté de F6. Voilà. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous? Eh bien, on notera que Pierre a raison. Pierre a raison. Le vecteur
Alors, je vais le mettre entre guillemets parce qu'il va falloir qu'on définisse proprement tout cela juste après dans le cours. Le vecteur projeté de F2 est plus long, hein, une plus grande norme que le vecteur projeté. Alors, le vecteur projeté de F2 sur la direction de AB, sur AB, sur la droite AB, est plus long que le vecteur projeté de F6. Là encore, vous verrez comment on va introduire ça de manière plus rigoureuse par la suite. D'accord. Donc, bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ce qu'on peut comprendre, c'est que finalement, l'action d'une force va être plus importante si, lorsqu'on projette notre force selon la direction AB, plus la projection, la norme de la projection, hein, la longueur du vecteur projeté, plus la longueur du vecteur projeté est grande et plus l'action de notre force est importante. Donc bilan, plus la norme du vecteur projeté sur la droite AB. Donc pourquoi sur la droite AB? Parce que c'est justement la direction de notre voiture. Plus la norme du vecteur projeté est grande et plus l'action de la force est importante. Voilà. Alors, passons à la partie 2. On va s'intéresser maintenant à une seule force. Si on revient à notre dessin, grosso modo, cette force, c'est la force F2. D'accord? Donc maintenant, on imagine ce qui se passe. On a notre voiture qui est en mouvement et en plus de son mouvement de A vers B, elle subit cette force F qui est ici. Alors cette force F, on l'a volontairement décomposée en deux parties, hein, selon la relation de Schall. On peut la voir comme finalement le vecteur Fp plus le vecteur Fo. Hein, je rappelle que la somme de deux vecteurs, c'est quoi? Il suffit juste, tout simplement de les mettre bout à bout. Fp plus Fo, Fp plus Fo, bah, ça vous donne le vecteur résultat. On était parti d'ici, on arrive là. Ça vous redonne bien le vecteur F qui est ici. Okay. Alors, à votre avis, la composante Fp a-t-elle une action sur le déplacement de la voiture? Bah, à votre avis, la réponse c'est oui. J'ai une voiture qui se déplace de A vers B et en plus elle subit une action qui est dans la direction de mon déplacement. Donc oui, la force Fp, oui, la force Fp a une action sur le déplacement. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle a la même direction que justement ce vecteur AV. Car elle a la même direction que le vecteur AB. D'accord. À votre avis, la composante FO a-t-elle une action sur le déplacement de la voiture? Eh bien, on a une voiture qui se déplace de A vers B encore une fois, et on exerce une force qui est, pour le coup, perpendiculaire. Alors, c'est là toute l'importance de ma remarque sur avant qui a introduit le cours, c'est qu'un vecteur, rappelez-vous, il est représenté ici, mais ce qui nous intéresse, c'est tout simplement le déplacement qu'il représente. Donc vous pouvez très bien imaginer prendre ce vecteur et venir le déplacer ici, par exemple, pour revenir un peu à notre activité. D'accord? Et on avait vu que dans notre activité, lorsqu'on exerce une force qui est perpendiculaire à notre mouvement, on avait vu que cette force n'avait aucune action sur le mouvement de notre voiture. Donc, à votre avis, la composante FO a-t-elle une action sur le déplacement de la voiture? Eh bien, la réponse, c'est non. Non, elle n'a pas d'action.
car sa direction, la direction du vecteur, c'est celle qui va être donnée par cette droite ici, car sa direction est perpendiculaire à la direction du vecteur AB. Petite remarque, vu que le vecteur AB, le vecteur FO a une direction perpendiculaire au vecteur AB, on dira que le vecteur FO est orthogonal au vecteur AB. On dira que les vecteurs AB et FO sont orthogonaux, d'où le O justement qui est ici pour force orthogonale. Et ici P, pourquoi je l'ai appelé P? Tout simplement pour vous faire penser à force projetée sur la direction AB. Alors, question 3, on va reprendre la question 3 de la partie 1, donc c'est la fameuse question, on remarque que la force F6 a une plus grande intensité que F2, pourtant Pierre affirme que la force F2 a plus d'effet sur le mouvement que la force F6. Donc là, on va essayer de justifier pourquoi la force F2 a plus d'impact. Eh bien, on va pouvoir le justifier proprement en décomposant de la même manière que ce qu'on a fait précédemment, les vecteurs F2 et F6. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Tac. Donc voilà. Le vecteur F2 qui est ici, on va pouvoir le décomposer comme la partie 1, hein, donc c'est-à-dire on va voir son projeté qui est ici, donc on peut le décomposer comme ce vecteur projeté. Alors il faudrait mettre FP2 pour vecteur projeté du vecteur 2. D'accord? Et puis vous avez une partie qui est perpendiculaire, on dit qu'on a un vecteur orthogonal. Donc ça sera la force orthogonale, je vais mettre 2 pour dire que ça correspond à celle du vecteur F2. Ok? Et on va faire la même chose avec le vecteur F6, donc on va aller voir son vecteur projeté, il est là. Alors je vais le faire volontairement en décalage pour que vous voyez les choses. D'accord? Donc lui, on va l'appeler F, force projetée, indice 6, pour faire penser à notre force 6. Et on a donc une force orthogonale. Donc je vais la noter FO, indice 6. Tac, ici. Et donc on comprend bien maintenant ce qui se passe. Finalement, pourquoi c'est F2 qui gagne, hein, pourquoi c'est F2 qui a une plus grande action? Eh bien tout simplement parce que on a vu dans la question 1 que la force qui est selon la direction de AB, elle a une action. Et par contre, la force qui est perpendiculaire, elle n'a aucune action sur le déplacement de la voiture. Et F2, on se rend compte que finalement, il a une composante FP2 qui est plus grande, hein, le vecteur projeté est plus grand que ce vecteur-là. Seuls les vecteurs orange, finalement, ont une action sur le déplacement de la voiture. F6, finalement, vous voyez, on perd beaucoup avec ce vecteur, ce déplacement est inutile. Et vous voyez finalement, il y a beaucoup de pertes dans ce déplacement. Voilà. Mince. Tac. Voilà. Donc, conclure sur la force qui a le plus d'impact sur le mouvement de A vers B, eh bien, on va conclure que la force F2 a le plus d'impact sur le mouvement, car son vecteur projeté
selon la direction de AB est plus grand, entre guillemets, est plus grand que le vecteur projeté de la force F6. Voilà. Et donc, en bilan, eh bien, on remarque que seule la force projetée, la force Fp, celle qui est là, a un impact sur le mouvement. La force orthogonale, elle n'a aucune action. Plus la longueur du vecteur Fp est grande, plus l'action est forte, et inversement. En fait, c'est admis, mais il y a proportionnalité finalement entre la longueur du vecteur, c'est-à-dire l'intensité de la force, et l'action qu'elle génère. La notion qui est associée en physique est appelée le travail, qu'on va noter W, pardon. Pourquoi? Parce que travail en anglais, ça se dit work, et donc souvent on notera W, le travail, work en anglais. Le travail de la force F au cours du déplacement AB, et ce travail, on a dit qu'il valait et ce travail vaut, il vaut finalement la longueur de votre déplacement de A vers B fois l'intensité de la force. Je rappelle, l'intensité, c'est quoi? C'est tout simplement la norme de votre vecteur. Okay, et donc, naturellement, là, ici, le travail, il est bien positif parce que vous avez les vecteurs AB et FP qui sont dans le même sens. Par contre, à noter, si vous avez votre voiture qui se déplace de A vers B, mais vous exercez une force qui est, vous voyez, entre guillemets, vers l'arrière. Vers l'arrière, si on décompose ce vecteur en un vecteur projeté et en un vecteur orthogonal, on obtient ça. On obtient le vecteur projeté qui est finalement de sens contraire au vecteur AB et une composante orthogonale. Et bien là, naturellement, il y a résistance. Donc le travail, il sera négatif finalement. Donc le travail sera négatif si la force s'oppose au mouvement, autrement dit si Fp est dans le sens contraire de AB. Et donc le travail, eh bien, il vaudra la longueur de votre déplacement fois moins l'intensité. Donc on écrit ça, moins AB fois Fp. Et enfin, on a vu une dernière chose, si votre force elle est perpendiculaire à la direction de votre mouvement, la direction de A vers B, et bien là, il n'y a aucune action, autrement dit, le travail est nul, et donc le travail est égal à 0 si votre force est perpendiculaire. Voilà. Dernière petite remarque, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, le travail de la force F qui est ici, il se résume tout simplement au travail de sa force projetée, la force Fp. D'accord? Donc en fait, quand on regarde le travail de cette force ou quand on regarde le travail de cette force un peu plus petite mais qui est dans la direction de AB, c'est exactement la même chose. Et alors ça, ce sera le point fondamental pour notre cours. Bien comprendre que le travail de cette force, c'est exactement le même travail que cette force, puisque finalement, vous voyez, on a une perte ici, selon cette composante. D'accord? Eh bien, en mathématiques, c'est ce qu'on va appeler ce travail, on va l'appeler le produit scalaire. D'accord? En mathématiques, le travail de la force F sur le déplacement de AB correspond au produit scalaire des vecteurs AB et F, et on va le noter AB.F, et ça se lira vecteur AB scalaire vecteur F. Alors souvent on dira, pour aller un peu plus vite, on dira AB scalaire F, mais il faudra bien comprendre qu'on est en train de parler de vecteur. D'accord? Et en fait, comme ce qu'on a dit précédemment, comme ce travail de la force F correspond au travail de la force Fp, le travail de la force Fp, ça sera AB scalaire Fp, et donc finalement, on aura que AB scalaire F, eh bien c'est la même chose que AB scalaire Fp. Et comme ça correspond au travail, on résume tout ce qu'on a vu précédemment,
Si la force Fp est dans le même sens que le déplacement AB, eh bien, votre travail, c'est-à-dire mathématiquement le produit scalaire de vos vecteurs, vaudra la longueur du vecteur AB fois la longueur du vecteur Fp. Si Fp est de sens contraire au vecteur AB, bah, le travail sera négatif, donc moins la longueur du vecteur AB fois la longueur du vecteur Fp. Et puis enfin, si le vecteur Fp est nul, alors Fp est nul, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quand vous avez votre force, le vecteur qui est projeté, bah, c'est celui-là. Enfin, vous voyez, il n'y a rien, c'est le vecteur nul. C'est bien le vecteur nul. Donc visuellement, ça sera aussi si le vecteur f est si le vecteur f a une direction perpendiculaire à la direction du vecteur AB. On dira que le vecteur f est orthogonal au vecteur AB. Donc voilà. Voilà la définition du produit scalaire de deux vecteurs. Bien retenir que produit scalaire de AB scalaire F, c'est la même chose que AB scalaire FP. Et ça, vous allez voir, c'est fondamental pour les exercices qu'on va faire dans la suite.